Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier, j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence d'EC de l'année 2017. Peut-être deux mots sur le lieu qui nous accueille, dans lequel on a souhaité faire cette conférence, qui est la recyclerie, dont Veolia est le partenaire principal depuis son ouverture il y a 3 ans. Nous pensons qu'il représente vraiment le sujet de l'économie circulaire par sa conception et aussi par toute la programmation qu'il propose, qui est très riche tout au long de l'année. Donc on vous invite à aller consulter tous les détails sur le site internet de la recyclerie, mais vous pourrez découvrir ici l'atelier de René où on peut réparer des objets, prêter des objets et s'inscrire dans une vraie économie de la fonctionnalité, mais aussi la ferme urbaine sur les quais à l'extérieur où on produit pas mal de légumes et de fruits et qui sont notamment utilisés ici à la cantine, et il y a toute la problématique du compostage également qui est mise en œuvre et beaucoup de publics qui sont accueillis pour découvrir tous ces sujets. Donc les conférences circulaires de la recyclerie s'inscrivent donc dans cette programmation et s'adressent principalement aux jeunes, qu'ils soient citoyens ou jeunes actifs. Et l'enjeu, c'est vraiment de mettre en place cette nouvelle économie. On a souhaité parler d'économie circulaire parce que c'est vraiment au cœur d'une économie plus sobre et plus responsable, qui est une économie profondément locale, qui va faciliter le lien entre les acteurs du territoire et qui va optimiser toutes les ressources d'un territoire. C'est un sujet qui est très complet et on a donc choisi 5 thèmes. Aujourd'hui, on va vous parler des océans. C'est un thème qui est très très intéressant puisque les océans, c'est le plus grand écosystème planétaire. Ils produisent plus de 50% de l'oxygène qu'on respire et captent 1/3 des émissions de CO2. Mais c'est aussi, il reçoit 80% des déchets de la Terre. Donc on voit bien, et plus de 2/3 de ces déchets sont du plastique. Donc on comprend qu'il faut vraiment préserver cet écosystème et faire en sorte que le recyclage en amont permette de limiter ces pollutions notamment. Pour vous parler donc de ce sujet ce soir, on a souhaité associer plusieurs expertises. Donc on a Marie-Christine Huot de Veolia qui va vous présenter ce sujet et parler notamment d'assainissement. Elle est océanographe, notamment de formation. On a également l'Institut de l'économie circulaire. Donc son nom, le nom de l'Institut parle pour lui, il est entièrement dédié à la promotion de ce sujet. C'est Emmanuel Moche qui va vous en parler également. Et on a choisi de donner la parole à YoYo, qui est une start-up innovante et qui va vous parler de recyclage des plastiques. Et c'est Gabriel Depertuis qui va vous en dire plus. Ces conférences, c'est Climate, le réseau Climate qui les anime, et c'est en l'occurrence Jonathan Warrégave qui va donc animer la conférence. Et je lui passe tout de suite la parole, vous dire peut-être juste que cette conférence va se dérouler en 2 parties. Une première partie où nos experts vont assez rapidement présenter le sujet et surtout une large place laissée aux questions-réponses. Donc préparez toutes vos questions puisque l'enjeu c'est vraiment de susciter le débat et de poser des questions et de pouvoir y répondre. Donc merci à tous et Jonathan, je te passe la parole. Merci. Bonjour, donc, Jonathan Warrégave, je fais partie du réseau Climate. Je vais vous accompagner aujourd'hui pour cette conférence. Pour vous parler un peu de Climate, c'est un réseau de jeunes international mobilisé sur la question du climat. On essaie d'apporter des solutions innovantes au changement climatique, on le fait de plein de façons. C'est comme c'est un think, on réfléchit à des sujets liés à l'eau, liés aux migrations environnementales, liés à comment la jeunesse peut se mobiliser auprès des instances gouvernementales pour faire entendre sa voix et faire changer les choses dans ce domaine-là. Et c'est aussi un think tank qui mobilise aussi les jeunes en organisant des simulations de négociations sur le climat dans des lycées, dans des universités à travers le monde. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près 400 dans une quarantaine de pays, donc on a une action qui est très répartie sur le globe. Et pour commencer cette conférence, je vais vous demander de vous poser une petite question. Vous avez des post-it sur vous. Avant de démarrer, je vais vous solliciter pour me donner un mot que vous allez écrire en lettres capitales qui vous évoque l'alliance entre océan et économie circulaire, peut-être une solution, une initiative ou une modalité d'action. Et pour vous laisser réfléchir, je vais vous demander d'accueillir Certes, qui va vous interpréter une petite chanson. Pas vraiment
une chanson, mais bon. Vous allez bien? Oui, merci, je suis vraiment content d'être là. Vous allez utiliser celui-ci ou celui-là? Celui-là. Je suis vraiment content d'être invité aujourd'hui parce que la nature, l'environnement, la planète, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. J'ai travaillé en marketing pendant 5 ans. À la défense, dans les grandes entreprises en costard cravate. Et c'est pas à ce moment-là que je me suis rendu compte que la planète était importante. Aujourd'hui, je suis écrivain, slammer et humoriste. Et pour trouver l'inspiration, je marche souvent. Et c'est là que je me rends compte que la Terre, elle est belle. Et m'a inspiré la plupart des titres que j'ai écrits dans mon dernier album de slam, en marchant dans des forêts, en marchant sur des plages, en marchant devant l'océan. Et elle m'a rappelé pourquoi d'ailleurs j'ai changé de voix. En fait, j'écris des textes depuis petit pour donner de l'émotion. Je continuerai jusqu'au bout, c'est ma seule résolution. J'ai compris que c'était le but de mon passage sur Terre quand j'ai vu que l'amour était devenu un mystère. Je ressens de l'amour pour chaque être de ce monde, comme si on était connectés depuis notre première seconde. Si ça te paraît utopique, c'est que t'as pas essayé. On est sur Terre pour aimer, pas pour s'exterminer. J'ai vu des enfants sourire sans même savoir pourquoi. J'ai vu des adultes mentir juste pour devenir roi. J'ai vu des pop stars mourir, tomber en dépression. J'ai vu des peuples se haïr sans se rappeler de la raison. Je connais pas mon avenir et j'ignore mon passé. Je fais en sorte que mon présent honore ma destinée. Quand j'étais petit, ma mère me disait « Fils, tu sais, la vie n'est pas compliquée. C'est nous les humains qui nous la compliquons. » Mon passage sur Terre est là pour trouver l'amour. Bien fait pour les blondes, j'aime aussi les brunes. J'avoue que je suis romantique, j'aime écrire sous la lune. Je n'ai rien à faire de l'argent, j'ai grandi sans oseille. Tout ce qui compte au fond de moi, c'est que ma mère trouve sommeil. Ma mère m'a donné le secret pour être toujours heureux. Prendre les gens comme ils sont, parce que je ne suis pas mieux qu'eux. C'était pour mon premier texte. Et un jour, j'habite vers Montreuil, dans le parc de Vincennes, et je me suis vraiment rendu compte de l'immensité de la planète en regardant le nombre de soleils, d'étoiles qu'il y avait dans le ciel. Et j'avais un peu honte de moi en tant qu'être humain, en fait, à ce moment-là. Et j'ai écrit une lettre à Madame la Terre. Ce texte est pour toi, Madame la Terre. Je m'excuse au nom de tous mes frères, car on ne te respecte pas, Madame la Terre. Ni ta grandeur, ni tes mystères. Soyons conscients, Madame la Terre, que nos actions sont suicidaires. Nous sommes comme ça, Madame la Terre. Et ça depuis des millénaires. J'avoue que j'ai un peu peur, Madame la Terre, qu'un jour nous se réveille ta colère. Car quelque part, Madame la Terre, on est un peu tes adversaires. Mais je te connais, Madame la Terre, et jamais tu ne te mettras en guerre contre des enfants dont tu restes fier. Mais ne t'inquiète pas, Madame la Terre, il reste parmi nous quelques révolutionnaires, des actionnaires de sa biosphère, prêts à se battre contre Gulliver. De toute façon, tu as gagné, Madame la Terre. Car que nous soyons nomades ou sédentaires, tu nous retrouveras tous, Madame la Terre, quand on redeviendra poussière. Donc en attendant, Madame la Terre, j'essaierai de te traiter comme ma mère. Merci à vous. Très bel événement et merci à vous tous. Très bonne soirée. Merci beaucoup, Serge. Cette belle chanson, c'est un j'espère que vous avez pu trouver un petit moment pour noter sur le post-it. On va récupérer au fur et à mesure. C'est important pour nous parce qu'on va pouvoir se servir et rebondir sur ce que vous nous proposez. Et pour vous, pour voir comment vous allez votre perception va évoluer au fil de cette conférence et de la compréhension qu'on va vous donner sur la thématique des océans. On va commencer par vous dresser un panorama global, général, sur les enjeux de pollution des océans, vous montrer pourquoi c'est important, quel est le problème, et pour vous parler de ça, je vais accueillir Marie-Christine Luot, qui est océanographe et experte pour Veolia. Merci. Alors j'ai la lourde charge de démarrer, mais je vais essayer de vous aider pour les post-it. C'est comme un Cluedo. On ne va pas repartir à l'école, mais est-ce que vous avez compris quel pouvait être le lien entre le joli poème qu'on vient d'entendre sur la Terre, sur la question qui est posée,
qu'est-ce qui vous marque entre les océans et le circulaire? Il y a un point commun à tout ça. Nous sommes tous des terriens. Nous avons la chance d'avoir un cosmonaute français. Qu'est-ce qu'il a vu en allant dans la station spatiale? Il a vu une planète bleue. On a l'impression qu'on a tous oublié qu'on est sur une planète bleue. Et une planète qui tourne autour d'un système solaire. Bah déjà, quand on se remémore ça, on a compris la moitié du problème de la pollution des océans. Voilà, alors je vais essayer rapidement de vous dresser un panorama, parce que je sais que le temps est compté. Donc quand je vous ai dit déjà ça, nous n'avons qu'une seule Terre, et c'est une planète bleue. Et elle tourne autour du Soleil. Et nous sommes des terriens. Nous avons nos modes de production, nous avons nos modes de consommation. Est-ce que chacun ici d'entre nous sait, quand il prend un verre d'eau en prenant un aspirine, où va la molécule d'aspirine? Eh bien, elle va jusqu'à la mer. Et je peux vous faire ça sur plein d'autres exemples. Un autre exemple tout simple, tout bête, une interdiction de fumer dans les endroits comme ici. Nous allons donc fumer dehors, pour ceux qui fument. J'encourage pas la cigarette, hein, c'est pas la question. Eh bien, la cigarette, le mégot, on le met où? On le fait tomber par terre. Un petit coup de pluie, il part dans le caniveau. Où va le caniveau? Dans un réseau d'eau usé. Et ça va jusqu'où? À une station de traitement d'eau, nous allons en parler. Ah, manque de bol, le mégot, il passe à travers les filtres et on le retrouve où? Dans la mer. C'est génial. On peut le prendre comme ça. Je vais au supermarché, je prends un sac plastique. On dit, il est super, il est biodégradable. Sauf qu'il est biodégradable en partie. Donc je l'utilise, je le mets dans la poubelle, et puis il va faire des confettis. Puis tout ça, ça va aller où? Pouf, 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 on continue, on refait le cycle. Et donc, en résumé, si ça veut bien marcher, j'ai une coupure de courant là, mais c'est pas grave. 80% des pollutions que nous fabriquons vont à la mer à un moment ou à un autre. Tout est lié. Nous sommes sur une Terre qui tourne, ronde, qui est une planète bleue. N'oubliez pas ça, c'est ça. S'il y a une chose à retenir entre venant ici et repartant après, c'est bien ça. Alors après, on peut prendre tous les chiffres qu'on veut. Je vois que je suis en live et j'ai pas de support. C'est dommage parce que j'avais des belles Photoshop pour vous. Je vais peut-être gagner une minute quand même parce que j'ai mon garde du corps là qui me dit attention, la minuterie est comptée, mais voilà. Donc, à retenir, 80% des pollutions que nous fabriquons sur la Terre arrivent toutes à la mer d'une manière ou d'une autre. Et là-dedans, 90% c'est du plastique. Dans le reste, il y a des filets de pêche. Dans le reste, il y a du bois. Dans le reste, il y a des divers et variés. Alors, une fois qu'on a dit ça, deuxième élément, pour ceux qui le savent, nous sommes français, nous avons la chance d'avoir un monsieur poubelle qui a inventé les poubelles. Et à l'origine, vous reprendrez ça dans vos histoires, pourquoi est-ce qu'on mettait les poubelles dehors? Parce que les poubelles, il ne fallait pas les voir, parce que les poubelles sont le reflet de nos modes de consommation et de nos vies. Donc il ne faut surtout pas les montrer aux voisins. Eh bien tout ça aussi arrive à la mer, parce que rien ne se dégrade complètement. Voilà. Et un bouchon de plastique qui arrive à la mer, c'est 500 ans d'élimination. Donc un geste que nous faisons d'avoir utilisé un mode de consommation, j'ai pris ma petite bouteille de plastique, de machin, de trucs, je la mets, je ne fais pas le tri comme il faut, bidule, voilà, ça arrive à la mer. Et mon petit geste, c'est 500 ans pour que la Terre, qui est une planète bleue, essaye de l'absorber. Et je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que l'océan est le premier régulateur du climat. Et le dérèglement climatique sera atténué si nous réussissons à faire que l'océan ne soit pas trop pollué pour que l'on puisse maintenir ce régulateur qui est notre poumon de vie. L'océan est le poumon de vie largement devant les forêts. Je vois que je suis toujours en live, mais c'est pas grave, j'ai gagné une minute. Alors, quelles sont les solutions qu'on a? Parce que face à ce panorama, et quel est le lien avec l'économie circulaire? Je pense que si vous suivez le fil, vous avez compris que la planète est bleue, elle tourne autour du Soleil. Voilà. Alors, rapidement, c'était quelques images, mais comme il y a du soleil, vous ne voyez pas.
le reflet de nos consommations. Tout ce qu'on trouve sur les plages et dans la mer, c'est le reflet de nos consommations, de nos productions. Et puis, parce que la Terre est ronde, comme je vous l'ai dit, eh bien, pour ceux qui le savent, il y a quelques gyres, ce qu'on appelle des mouvements océaniques de tourbillons rentrants, qui fait qu'on va concentrer, ramener la pollution de tous les macroplastiques et les macrodéchets dans certains endroits. Il y en a 7 dans le monde identifiés, et quelqu'un comme Thomas Pesquet le voit depuis la station spatiale. À la fois, il voit la planète bleue, et puis par satellite, on voit effectivement ces grands gyres. Donc voilà le plus grand gyre qui existe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la surface, bien sûr, est estimée, non mesurée, parce que ça se voit depuis les satellites. C'est 3 à 6 fois la France en estimation. Mais surtout, parce que nous n'arrêtons pas de croître sur Terre, ça sera demain l'Europe pour l'équivalent d'une concentration de plastique. Et tout ça, pour revenir modestement, c'est nos actions du quotidien. Et alors, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Moi, quelque chose que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est qu'on a réussi à mettre les océans dans le programme de la COP 21. Même si les États-Unis veulent en sortir, le mouvement est parti. Et il y a un programme pour les océans. Impact écologique majeur, macro et micro déchets sont mangés par la biodiversité marine et ça les tue à petit feu. Les sacs plastiques tuent les tortues. Si vous tuez les tortues, vous accentuez les méduses. Vous en avez plus sur les côtes puisque les tortues mangeaient les méduses. Donc toute la chaîne océanique est perturbée, etc., etc. D'où l'importance que nous avons à traiter ce problème. Alors dans les solutions, c'était pour arriver et préparer le passage à la suite. Premier fléau, vous l'avez compris, tout arrive à la mer. Donc l'interface terre-mer est l'enjeu le plus important qui soit pour nos générations futures. Première des pollutions, c'est les pollutions liquides. Nous tirons notre chasse d'eau, ça arrive à une station d'épuration, c'est traité, ça doit arriver et ça finit à la mer. Nous lâchons un mégot, ça arrive au canal, à l'égout, etc. et ça arrive à la mer. Je voulais vous montrer, voilà un flux brut avant qu'on mette une station d'épuration. C'est vraiment très sale, c'est très chargé en éléments chimiques, bactériologiques. Une fois qu'on a fait l'épuration, vous voyez, on est capable d'ailleurs, et on est leader mondial, on n'a pas à rougir en France de ça. En France, on est leader mondial pour le métier de l'assainissement et de l'eau. Voilà des stations d'épuration qui font envier le monde entier. Les Chinois nous l'envient, les Américains aussi. Et quand on traite l'eau, voilà ce qu'on voit en dessous. On a une eau qui est plus claire. On a traité la microbiologie, on a traité la pollution. Mais en revanche, avant qu'il y ait la station d'épuration, on a quand même détruit tout le milieu. Donc après, il va falloir retravailler là-dessus. Deuxième action importante, c'est, regardez, je vous l'ai fait en temps direct. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un flux de grosses pluies, de changements climatiques qui emmène tout sur son passage ? Tout arrive à la mer. Et vous avez un panache qu'on appelle de pollution qui va aller se disperser dans la mer. Un très bon contre-exemple, quand on ne prend pas en compte ces questions-là, c'est Beyrouth. La ville de Beyrouth est une ville qui se veut moderne, qui a relancé le tourisme. Elle n'a pas de station d'épuration. Et quand se renvoie ce type de flux, en suivant les courants, comme par hasard, parce que le hasard fait bien les choses, ce flux, ça n'a pas été calculé. Il arrive sur la plus belle côte du Liban, où on a créé un Club Med. Super, moi j'irai jamais au Club Med là-bas. C'est là où je reçois tous les rejets de la ville de Beyrouth. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Premièrement, assainir. Collecter toutes les eaux usées, ça c'est fondamental. Et ensuite produire mieux et produire moins. Alors un exemple, c'est la réutilisation de cet assainissement. Au lieu de renvoyer l'eau au milieu, au lieu de le renvoyer vers la mer, on le réutilise. On le réutilise pour l'irrigation des espaces verts, on le réutilise pour l'arrosage des golfs, on le réutilise pour la recharge des eaux souterraines, on le réutilise pour d'autres choses. L'avantage de cela, c'est qu'on réduit les intrants. Un exemple très concret des stations d'épuration qui font de la réutilisation d'eau usée, c'est moins 30% d'OGM pour les arrosages d'espaces verts. C'est moins 30% de rejet au milieu naturel des océans. Et deuxième exemple, quand on ne peut rien faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France parce qu'on avance petit à petit, pas à pas, on va chercher le déchet et on le collecte devant les plages. Donc de temps en temps, l'été, vous voyez des petits bateaux comme ça qui vont collecter les plastiques. Et la vraie des solutions dans la durée, au-delà de la traitement de l'assainissement,
c'est produire moins et recycler. Et je vais passer la main à ma consoeur qui va vous parler du premier des fléaux, qui est le déchet plastique. Comment on fait pour le recycler? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle Depertuis, je travaille chez YoYo, qui est une start-up qui travaille justement sur ces problématiques de recyclage du déchet plastique. Je crois que je ne pouvais pas avoir une meilleure introduction pour expliquer le constat du fléau qu'est aujourd'hui la pollution des plastiques. Moi, je vais plutôt vous parler de ce qui se passe en amont de la pollution et donc du recyclage et de la collecte. Parce que le recyclage, le vrai enjeu, c'est comment on collecte et comment on fait que les citoyens, là où on consomme le plus, collectent les déchets plastiques pour qu'ils ne finissent pas dans les océans. Puisque s'il n'est pas collecté, s'il n'est pas recyclé, le déchet, par le ruissellement, finit dans les océans. Alors, je ne sais pas si j'ai des slides là-dessus. Donc je reviens peut-être pas sur le constat environnemental qui a été très bien expliqué dans l'intervention précédente. Ce qui est intéressant en fait, c'est que là où on consomme le plus, on collecte le moins. En fait, ça fait des années que le taux de recyclage dans les villes stagne, alors que c'est là que le plastique est le plus consommé. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que les gens aiment trier dans les pays développés et en France et dans les villes en France. Le tri, c'est le geste d'expression de la citoyenneté préféré des Français juste après le vote. Donc les gens aiment trier, sauf qu'en ville, c'est compliqué. Si vous êtes parisien, vous le savez, quand on habite dans des habitats collectifs, les locaux poubelles sont assez inhospitaliers, les consignes de tri sont pas claires, diffèrent d'une collectivité à une autre. Et pour toutes ces raisons, les volumes de collecte du plastique stagnent depuis des années et c'est problématique. Et donc nous, notre ambition, c'est de doubler ces volumes de collecte en passant par un dispositif alternatif à celui du bac de tri qui n'a pas su prouver son efficacité depuis plusieurs années. Et ça passe par un système en fait, qui crée de l'attractivité autour du geste de tri en récompensant les gens qui trient plus et qui trient mieux. En fait, aujourd'hui, qu'on trie ou qu'on ne trie pas, quand on a un habitant, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'incidence. Il y a des systèmes aujourd'hui qui sont en test dans certaines collectivités de tarification incitative, c'est-à-dire comment on va taxer les gens qui trient pas bien ou qui jettent leurs déchets au mauvais endroit. Moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que la carotte marchera mieux que le bâton et que c'est en prônant une écologie qui est positive, qui est généreuse, qui est joyeuse, qu'on créera de l'attractivité autour d'un geste qui aujourd'hui n'est pas efficace. Et ce qu'on a imaginé, nous, c'est de faire trier les habitants dans un sac qui est comme ça et qui est numéroté. Et ce numéro, il permet deux choses. Il permet à la fois de donner des points aux habitants qui derrière peuvent accéder à des... Il me reste 5 minutes ou... Ok. Qui permet derrière d'accéder à des réductions sur des produits, à de la culture, des places de cinéma, des places de spectacle. Mais il permet aussi d'avoir une traçabilité sur leurs déchets, d'avoir la preuve de l'efficacité de leur geste de tri. Aujourd'hui, si vous parlez à des habitants dans les villes, on sait qu'il y a une défiance énorme autour du recyclage. Les gens vont toujours vous raconter qu'ils ont vu leur voisin, que leur voisin a vu que les ordures ménagères et le recyclable est mélangé, que en fait, il n'y a rien qui est recyclé derrière. Nous, avec ce numéro, on dit aux habitants, voilà, 100% de ce que vous mettez dans ce sac est recyclé et on va vous dire où c'est et on va vous montrer comment c'est et ce qu'on fait avec vos déchets recyclés. Et derrière, on recycle, comme le tri est fait à la source, matériau par matériau, on peut recycler en boucle courte et locale sans passer par les centres de tri et donc aller directement en centre de recyclage. Ensuite, on crée ce système de tri repose sur un réseau collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a des coachs et des trieurs. Le coach, c'est une personne humaine qui m'explique les consignes de tri, qui m'explique le geste de tri et qui m'explique les enjeux du recyclage. Et ça, en fait, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, quand on est seul face à son bac jaune sur lequel il y a à peine marqué les consignes de tri, on est souvent assez perdu. Même moi, je sais pas, il y a des choses, je sais pas dans quel bac ça se met. Et en fait, d'avoir un relais humain dans la ville,
Nous, on est persuadés que c'est comme ça que ça fonctionnera, en expliquant les choses avec un relais qui est humain. La Smart City, demain, elle ne peut pas être que... si vous tapez Smart City sur Google Images, vous allez voir que des LED et des ordinateurs et des tablettes d'écran. Moi, je pense qu'il faut remettre l'humain au cœur de la Smart City, et il y a des enjeux sur le déchet au cœur de la Smart City. Et donc ce coach, ça peut être un commerçant, une association, ça peut être un gardien d'immeuble qui, via les bailleurs, peut donner un petit peu de temps, et qui va me donner ce sac et m'expliquer comment trier. Et une fois que j'aurai trié chez moi matériau par matériau, je redépose le sac chez mon coach, qui derrière est le relais logistique pour collecter ces matériaux et qu'ils soient recyclés en boucle courte et locale. Et en fait, ça fait 1 an que YoYo est créé, et on a depuis 5 mois mis en place 2 expérimentations dans 2 villes, dans 2 quartiers de 2 villes qui ont des typologies très différentes, pour essayer de tester les choses, de voir comment la récompense, par exemple, peut être un levier pour faire agir, de voir comment l'humain peut être un levier aussi pour mobiliser les citoyens autour du geste de tri. Et on a travaillé avec les collectivités, avec Veolia, et on nous a confié en fait 2 terrains d'expérimentation. À Lyon, on travaille à la Duchère, qui est un quartier d'habitat social, dans lequel on travaille beaucoup avec les bailleurs, et on a, après quelques mois d'expérimentation, pu voir les effets positifs qui avaient été générés par notre action. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a généré plus qu'un taux de recyclage supérieur dans ces résidences. D'abord, ça a généré du lien social, parce que c'est un sujet sur lequel on peut mobiliser les gens et créer du lien autour d'un enjeu environnemental qui est très fort. Ensuite, ça a amélioré la propreté dans les résidences. Ça a diminué la fracture numérique, puisque on repose sur une plateforme, et c'était un outil en plus pour aider les gens à être plus à l'aise avec les outils digitaux. Donc voilà, ça c'est une photo de Didier, qui est notre coach emblématique à la Duchère. Et le second terrain d'expérimentation, qui était très très différent, c'était l'hypercentre de Bordeaux. À chaque fois, on est allé dans des quartiers qui triaient très mal, où le recyclage était très mal fait, pour des raisons assez différentes. Et l'hypercentre de Bordeaux, on trie mal parce qu'en fait, à la fois, c'est un quartier historique, donc qui est peu accessible, donc pour la collecte, c'est très compliqué. Mais l'habitat bordelais aussi n'était pas fait pour les poubelles de tri, les bacs de tri, parce qu'en en fait, il n'y avait pas de place à l'avant des bâtiments, donc les gens, leurs poubelles, ils devaient les mettre tout derrière, donc ils ne le faisaient pas. Et là, en fait, on s'est appuyé sur un réseau de commerçants qui sont devenus des coachs YoYo pour mobiliser les trieurs. Et c'était intéressant pour eux aussi, parce que ça générait de l'attractivité dans leur quartier, de la proximité avec leurs clients, du trafic en plus dans leurs magasins. Et ça a permis de mobiliser beaucoup de trieurs dans nos quartiers. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, et en fait, c'est assez intéressant de voir les nuages de mots que vous avez retenus. Il y a quand même dépollution, déchets, recyclage. C'est que la mobilisation citoyenne, demain, autour de ces enjeux qui sont des enjeux graves, et je pense que Marie-Christine a suffisamment dramatisé la situation, et elle l'est, elle est essentielle pour créer des comportements et des gestes qui sont vertueux et qui permettront de lutter contre ce fléau qu'est le plastique, et qui inonde nos océans tous les jours, notamment à cause de la consommation qui est aujourd'hui présente, qui est une réalité dans les villes. Alors, je ne sais pas à qui je fais la transition. Jonathan, tu peux... Merci. T'as terminé ? Oui, je termine. Alors, on a vu que le déchet plastique, c'était un fléau pour les océans. Il faut savoir que c'est quand même 1 camion poubelle déversé chaque minute dans les océans, de 8 millions de tonnes de déchets plastiques déversés. Donc c'est vraiment les solutions comme celles développées par YoYo sont bien sûr bienvenues. En plus, dans la convivialité, il n'y a pas cette logique qui est en tout cas une logique positive, qui donne envie de s'engager, parce qu'il y a aussi le lien social, il y a la carotte dont parlait YoYo. Et maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe au niveau réglementaire. Est-ce qu'il y a des incitations qui peuvent se faire à l'échelle des villes, à l'échelle de l'Europe? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être d'autres pistes, d'autres solutions qui peuvent être évoquées. Ce sera Emmanuel Meuch de l'Institut de l'économie circulaire qui vous en parlera. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais essayer de ne pas vous assommer qu'avec des textes de loi et des objectifs chiffrés, et d'alterner un petit peu avec des exemples concrets de ce qui peut se passer.
Alors ça a déjà été évoqué un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la pollution des océans? Alors certes, on peut nettoyer, et il y a des initiatives qui se sont lancées là-dessus. The Ocean Cleanup, qui s'est lancé en 2013, animé par Boyan Slat. Un projet français aussi, The Sea Cleaners, avec le bateau Manta, qui a fait une levée de fonds l'année dernière. Donc oui, certes, c'est très important de nettoyer, mais surtout, il faut revoir tout notre système en amont. Alors, je sais que le but, c'est pas de redéfinir l'économie circulaire, mais juste pour rappeler, ce qui est très important dans l'économie circulaire, c'est de revoir l'ensemble de nos modes de production et de consommation à tous les niveaux du cycle de vie d'un produit ou d'un service, à tous les niveaux de la société, pour réduire notre consommation de ressources, pour réduire notre impact sur la société. Et donc, c'est une stratégie qui est adoptée aussi par l'Union européenne, dans le paquet économie circulaire de l'Union européenne, qui est donc un ensemble de projets de loi. Le plastique est la filière prioritaire numéro 1 sur 5 filières. Et donc, l'Union européenne travaille actuellement sur une stratégie globale sur les plastiques, dont la feuille de route a été publiée en 2007, en début 2017, pardon, et qui est ouverte à commentaires en ligne. Et donc, on peut agir sur plusieurs leviers. Avant tout, on peut prévenir. Alors, je pense que vous connaissez cet axe-là. Il y a plusieurs pays, dont la France, qui ont interdit les sacs plastiques à usage unique. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a aussi le Maroc, la Mauritanie, le Mali, etc. La ville de San Francisco est allée plus loin. Ils ont interdit tous les emballages en polystyrène, qui étaient particulièrement utilisés pour tout ce qui est street food, et qui doivent être donc remplacés par des emballages biodégradables. En France, à ce niveau-là, on a un projet qui est inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Je ne vais pas revenir dessus. À chaque fois que je vous citerai des objectifs français, ce sera dans cette loi-là. Donc, un des objectifs qu'on a, c'est de réduire de 50% les produits manufacturés non recyclables mis sur le marché à horizon 2020. Donc vraiment en amont. Merci, c'est gentil. J'espère que je ne vais pas le refaire tomber une deuxième fois. Hop. Voilà. Donc le deuxième axe, c'est la réutilisation. Alors la réutilisation, il y a des objectifs aussi européens. Il s'agit de préparer 5% des déchets pour le réemploi et aussi, je reprends mon petit pense-bête, de réutiliser 10% des emballages, et ce, à horizon 2030. Je prends quelques exemples aussi qui viennent des pays du Sud, où les systèmes de collecte et de traitement sont moins organisés. Il y a par exemple une initiative que j'aime bien, qui s'appelle Litter of Light, et qui vient vraiment des pays du Sud, qui vient des Philippines, et dont l'objectif est non seulement de trouver une seconde vie aux bouteilles en plastique, mais aussi de fournir des systèmes d'éclairage grâce à des panneaux solaires dans des quartiers qui ne sont pas raccordés au réseau d'électricité. Donc j'en profite pour citer un projet Cycle to Recycle Plastic, qui est de jeunes qui vont faire le tour du monde et qui sont particulièrement axés sur tous les déchets plastiques. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui vont faire le tour du monde, et je pense qu'ils pourront nous parler de leur projet. Je crois qu'il y en a qui sont ici. Il y a aussi le recyclage. Alors bien sûr, le recyclage, c'est très important. C'est peut-être la clé de l'économie circulaire, mais il faut bien garder tous les autres traitements en tête. Donc en France, l'objectif, c'est d'arriver à 65% de recyclage des déchets non dangereux d'ici 2025. Mais encore une fois, pour citer des projets ailleurs dans le monde, j'ai eu la chance, la semaine dernière, de rencontrer la fondatrice de Chanja Dati, qui est une entreprise qui s'est fondée au Nigeria et qui cherche justement à recycler. Et elle nous a expliqué que la clé pour recycler, c'est vraiment de redonner de la valeur aux déchets. Donc, non seulement on redonne de la valeur, il y a un modèle économique qui fonctionne parce que ceux qui le récupèrent, ils peuvent le revendre, mais aussi de pouvoir payer un salaire décent aux personnes qui travaillent dans ce domaine-là, et donc vraiment de revaloriser le travail.
de revaloriser ce travail, ce type de travail, pardon. Et je pense que c'est important de se remettre aussi de ce point de vue. Sa présentation était vraiment très poignante. Elle était devant un parterre plutôt européen. Elle disait, pour vous, le recyclage, c'est du développement durable, etc. Pour nous, c'est une question de survie. C'est une question de survie parce qu'on est vraiment dans un environnement très pollué. C'est une question de survie parce que de nombreuses personnes à qui on peut donner ce travail, forcément, leur première préoccupation, c'est pas comment je vais recycler, c'est comment je vais nourrir ma famille. Donc l'économie circulaire comme levier du développement, voilà, c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup impactés. Ensuite, je vais passer à la sensibilisation, qui est bien sûr très importante, parce que dans l'économie circulaire, il y a aussi nous, il y a les consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, à plusieurs niveaux, il y a des campagnes de sensibilisation qui portent sur les éco-gestes, bien sûr, comment bien trier, ne pas jeter ses déchets dans les espaces naturels, etc., mais aussi au niveau de la consommation, de bien prendre en compte ce que l'on achète, et de se rendre compte de l'impact que ça va avoir, même si on le trie, même si ça va dans des filières de retraitement. Et donc, pour terminer, c'est un peu une question ouverte de poser la question, est-ce que l'économie circulaire, ça peut être un modèle pour les territoires du littoral et pour les îles? Alors, il y a un peu une double réponse là-dessus. Ça peut être un très bon modèle de développement pour le littoral. Et lors de l'événement Paris Climat 2015, Objectif Océan, l'ensemble des parties prenantes a signé une déclaration qui listait des propositions. Et leur première proposition, c'était de mettre en place des dynamiques d'économie circulaire sur le littoral, parce que ça permet de mettre en lien les acteurs publics, les professionnels du littoral, les associations environnementales et les consommateurs. Et la région Bretagne, d'ailleurs, a été primée dans les trophées de l'économie circulaire 2016 pour leur action dans cette thématique. Pour les îles également, l'économie circulaire est un modèle de développement très intéressant, mais à la fois assez problématique. Intéressant parce que beaucoup de choses qui sont consommées dans une île sont importées de l'extérieur. Une économie qui est plus basée sur la réparation, la réutilisation, peut permettre de développer l'économie locale sur une activité locale. En même temps, assez problématique, parce que très souvent, les îles n'arrivent pas à avoir la masse suffisante pour rentabiliser des équipements de tri, de traitement, de collecte des déchets. Donc il y a vraiment un modèle à trouver et la plupart des territoires insulaires français, je pense notamment à la Guadeloupe et à Mayotte, réfléchissent beaucoup à l'économie circulaire comme voie de développement. Merci. Merci beaucoup. Super. Ouais. Je vais vous inviter à prendre place pour pouvoir répondre à toutes les questions du public. L'économie circulaire, on parle surtout de recyclage des déchets, là. L'économie circulaire, mais après le recyclage des déchets, effectivement, il y a une question importante sur les consommations et le mode de vie. Et en fait, c'est comme un peu pour la consommation énergétique, on va avoir accès des fois sur la sobriété. On se rend compte que depuis quelques années, il y a une augmentation exponentielle de la consommation de fast-food et en français. Il y a des livraisons à la maison, des livraisons et compagnie. Moi, personnellement, je ne suis pas consommateur parce que je viens de faire l'enseigne, mais je cuisine dans des vaisselles que je nettoie, du coup, j'utilise pas l'emballage. Et si ces services de livraison à domicile effectivement utilisent des emballages jetables, il faut se poser la question surtout des objets qu'on utilise ce fois. On va peut-être instaurer une obligation légale d'utiliser des contenants consignés qui seraient récupérés auprès des consommateurs de l'État. Aux États-Unis, il y a un interdit de façon beaucoup plus radicale l'utilisation non seulement de polystyrène, mais de toute forme de plastique. Je pense que la loi l'objectif 2030 pas assez ambitieux. Ouais, enfin, ce que vous dites est très intéressant. Effectivement, là, il y a un marché. Alors, c'est très urbain, ce marché de la restauration rapide, la livraison, etc. Mais je pense que la perspective de créer une consigne pour créer
Alors je ne sais pas si c'est un fil entre ce que je consomme, comment je le récupère, la consigne, si vous êtes un peu à l'ancienne, moi je ne l'ai pas connue cette époque, mais je sais que mes parents, les bouteilles en verre, elles étaient consignées, et puis ils les mettaient de côté, et puis ils allaient chez Félix Potin, ou je ne sais pas quel supermarché de l'époque, pour récupérer quelques francs. Je pense que ce système-là, aujourd'hui, il faut l'imaginer avec de nouveaux mécanismes, il faut sûrement s'appuyer sur le digital, sur la gamification, sur la construction de communautés en ligne ou dans la ville, mais c'est des mécanismes qui ont leur place aujourd'hui pour répondre à l'enjeu du recyclage et de l'attractivité qu'on peut créer autour du geste de tri ou de récupération des plastiques et autres emballages. Et pour revenir aussi sur la place de la réglementation, alors il y a un projet en France d'interdire à horizon 2020 les couverts en plastique jetables, donc qui devront être remplacés par des matériaux biodégradables. Après, ça c'est à double tranchant, parce qu'il faut bien garder en tête que tout ce qu'on produit, même si c'est biodégradable, etc., ça peut finir comme une pollution. Alors une pollution moindre, certes, mais comme une pollution. Donc il ne faut pas non plus dédouaner complètement le consommateur qui se dit j'ai mon sac en bioplastique ou en plastique biodégradable et donc je peux y aller, je peux jeter tout ce que je veux. Donc c'est à double tranchant, et d'ailleurs ça s'est évoqué dans la feuille de route de la stratégie plastique de l'Union européenne. On n'a pas encore vraiment assez d'éléments là-dessus, on ne sait pas encore comment vont réagir les gens, on ne sait pas vraiment quel pourrait être l'impact de ces solutions qui sont meilleures mais qui ne sont pas idéales. Excusez-moi. Non, mais un droit de réponse, parce que j'ai pas du tout. Ah, bien en face. Ouais. J'ai pas parlé du tout de biodégradable. Si je parle de biodégradable, je parle de matériaux bio, par exemple à base d'algues, plastique à base d'algues qu'on pourrait développer beaucoup plus rapidement et l'imposer de façon beaucoup plus brutalement aux industriels. Moi, je parlais juste d'objets réutilisables en matériaux nobles, comme la gourde de cette dame, qui sont des matériaux réutilisables, on va dire à l'infini. Ouais, je ne parle pas du tout de biodégradable. Juste, sans monopoliser la parole, il faut que vous puissiez profiter de cet instant pour poser toutes les questions que vous voulez. Juste en complément, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, on est arrivé à une époque où, quand je vous disais au départ, ne pas oublier qu'on est sur une planète bleue qui tourne et qui a une finitude. Nous sommes 8 milliards sur la planète. Nous n'avons pas le droit, en tant que Français, d'interdire demain à l'Indien, aux Chinois, d'accéder au même niveau de vie que nous. C'est écrit dans les Nations Unies. On n'a pas ce droit. En revanche, on a le droit, chacun, d'essayer d'avoir une discipline pour faire changer les modes de consommation et de production dès lors qu'on a compris les enjeux. C'est toute la difficulté que nous avons bien souvent, c'est comprendre les enjeux. Et depuis 30 ans, 40 ans, nous sommes, en fait, depuis 68 en France, nous sommes partis dans une génération individualiste, où je veux tout à l'instant et tout pour moi. Résultat, explosion de 400% des déchets. Pourquoi? Vous allez dans les supermarchés, qu'est-ce qu'ils trouvent encore dans les supermarchés? Des packs de fromage blanc en 1 kilo. On va vous en faire 25 en petits, machin, toi, etc. Et vous faites quoi de tous ces déchets? Qui va expliquer que le déchet que vous lâchez par terre ou que vous n'avez pas envie de ramener au tri parce qu'on ne vous a pas expliqué que le tri ça avait une vertu, vous le lâchez, et bien à l'arrivée. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre pour pouvoir, après soi-même, c'est vrai que dans les écoles, on pêche aussi pour les générations nouvelles, peut-être que les choses changeront, on l'espère, et cette notion, j'ai envie de dire, s'il y a un mot-clé en arrivant ici, en repartant, c'est de se rappeler qu'on est sur une planète qui tourne et que tout est cyclique. C'est-à-dire que tout geste que l'on fait, on a un boomerang et un moment à l'autre. Voilà, tout est cyclique. Donc à partir de là, il faut arrêter d'être dans une logique de jetable et de linéaire. Si on bascule en circulaire, c'est parce qu'on ne peut plus continuer à avoir ce mode je prends, je jette et je m'en fiche et je continue. Je prends, je jette et je continue. Voilà. Parce que tout le monde sur la planète a ce droit-là. On n'a pas de raison d'interdire. En revanche, on a un boulevard en changeant de mode parce que ce n'est pas perdre en qualité de vie. Ce n'est pas perdre en qualité de développement. Simplement, c'est un autre mode sur lequel il faut se mettre.
Moi, j'ai une question. En fait, j'ai vécu certains temps dans les pays nordiques et déjà, ce système de consigne, il est appliqué sur les bouteilles en plastique de n'importe quelle taille et tous les canettes en métal. Pourtant, c'est une société beaucoup plus individualiste. En fait, qu'est-ce qui fait qu'en France, ça marche pas, d'après vous? Alors, je vais répondre pour mon compte personnel. Pour moi, ça ne marche pas en France pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un millefeuille réglementaire et les gens n'en peuvent plus. Parce que on est dans une logique. Je suis pas très enclin à la consigne parce que c'est trop plein. Aujourd'hui, on est arrivé dans une société où on ne fait que devoir sanctionner. On n'est pas dans l'encouragement, on n'est pas dans l'explication. On est toujours à sanctionner. La consigne, c'est une forme aussi d'obligation de sanction. Donc le français, il n'est pas discipliné. Il a plein de qualités, plein de vertus. Il n'est pas discipliné et quand il en a ras-le-bol, on a ras-le-bol. À l'exemple, je ne fais pas de politique de ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'est une différence. Les pays nordiques, j'ai eu la chance de pas mal voyager. J'ai pas mal vécu les pays du Nord, j'ai vécu les pays d'Europe centrale qui ont été très pollués, et j'ai vécu l'Australie qui, pour moi, est encore l'Éden du monde, comme en partie. Voilà. Et en fait, les gens ne sont pas sortis de chez eux. Et en même temps, dans les pays nordiques, les gens sont disciplinés. On vous dit qu'il y a une consigne, il y a une consigne. En France, il y a une consigne, on va la détourner parce qu'on va dire j'ai envie de faire ce que je veux, etc. En fait, on est malheureusement, et ça met dégénération et dégénération. Pourquoi je parlais de 68? Parce que c'est quand même, en France, le déclenchement d'un changement de société, changement par rapport à tout ça. Voilà. Mais si on revient sur les océans, on ne va pas tout faire en un jour. Ce qui est important, c'est de prioriser. Il y a des choses qu'on peut faire collectivement, aujourd'hui, chacun. Et il y a des choses, il va falloir 20 ans, 30 ans, plusieurs générations. Voilà. Donc il faut prioriser les choses, mais il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment agir. La consigne, c'est extraordinaire. Vous disiez très justement tout à l'heure que toi qui disais qu'il fallait donner une valeur au déchet. La consigne, c'est pas un moyen de donner une valeur au déchet, de faire que ce déchet revient, mais pas abandonner, pas au noir ou pas d'une manière. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que. Alors, je sais pas si c'est la consigne, mais en tout cas, je pense qu'il faut créer quelque chose pour que ces déchets reviennent. Et je pense que lui donner une valeur, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense qu'en consignant, au contraire, je trouve que c'est plutôt positif de nous donner une valeur en disant si tu ramènes ta bouteille, tu auras un petit quelque chose. Je sais pas si c'est de l'argent qu'il faut. Peut-être qu'à Londres, ils payent des gens ils ont payé 8 agents de la ville pour simplement dire merci aux gens qui recyclent bien, qui sont à côté des points d'apport volontaires de recyclables, et les gens disent merci. Et alors, je sais pas, j'ai pas de chiffres sur à quel point ça a augmenté ça a sûrement pas fait décoller les groupes de collecte, et je pense que c'est pas une solution, mais je trouve que d'avoir un retour de la part du consommateur, parce que ce déchet il l'abandonne plus mais il le met au bon endroit, ça a du sens, et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci. Petite question, vous parlez tout à l'heure de la carotte en opposition au bâton, que serait donc la tarification incitative. En l'occurrence, je travaille au déploiement de la tarification incitative chez Veolia. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de les opposer, ce serait plutôt quelque chose qui devrait être complémentaire? C'est un petit peu idéaliste, à mon avis, de penser qu'on peut gagner des sous en recyclant. Le recyclage, ça coûte énormément d'argent. Et quand on met en place une tarification incitative, c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est simplement pour couvrir ce que ça coûte. Donc c'est pas fait pour se faire des sous. C'est déjà juste si on pouvait. Est-ce que vous ne pensez pas que on pourrait essayer de travailler en partenariat plutôt avec justement des choses comme Yo-Yo Alors moi je suis complètement pour, en tout cas, tester les mécanismes de tarification incitative. Après, c'est assez onéreux en fait à mettre en place. Oui, parce que ça coûte des sous. Voilà. En tout cas, moi, en fait, je pense que les déchets, c'est un peu comme. Souvent, on prend l'exemple des transports, nous, en disant, bah voilà, avant, il n'y avait que le train. Et puis après, il y a eu le bus. Il y a des réseaux de bus un peu plus locaux qui se sont développés. Puis il y a Blablacar. Et puis, je pense que de toute façon, il n'y a pas un système que. Alors nous, on est une petite goutte pour l'instant, nos volumes sont tout petits, mais je suis persuadée qu'il faut développer des dispositifs complémentaires, pas alternatifs en fait, des dispositifs complémentaires, et que effectivement la carotte et le bâton, si tous les deux ensemble ils peuvent faire en sorte que ça fonctionne, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Oui.
Je voulais savoir, je comprends pas comment il y a autant de déchets plastiques qui se retrouvent dans l'océan, parce que tu disais, Marie-Christine, parce que pour moi, en France et en Europe, on a des obligations de recyclage et le plastique, je pensais soit on l'enfouit, soit on le brûle. Je comprends pas pourquoi il y a autant de déchets plastiques dans l'océan. Et alors, est-ce que ça vient exclusivement des pays où il n'y a pas ces obligations? Je comprends, il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai un très bon exemple. Merci d'avoir posé la question, parce que j'attendais la question de quelqu'un ou d'autre. Je rappelle que la planète tourne. Pendant qu'on se parle, la planète tourne. Quelle est la plus grosse décharge à ciel ouvert que l'on a retrouvée sur la planète? Il y a environ moins de 15 ans. Est-ce que quelqu'un sait me répondre? Et dans un endroit complètement à l'opposé de là où on aurait dû la trouver. Je rappelle, la planète tourne, la planète est ronde. Quand le flux qui arrive sur les océans, ça circule. Eh bien, c'est le tsunami d'Indonésie. Le tsunami en Indonésie, en remontant l'Indonésie comme la Chine, a allé très vite, avec une très forte intensité de population, n'ayant pas encore mis en place effectivement des systèmes de tri, de sélection, etc., rejette beaucoup de déchets. Tsunami oblige. Qu'est-ce qui s'est passé? Tsunami a mis à la mer des tonnes et des tonnes de déchets de ville. Et alors, moi j'ai des amis comme ça, c'est rigolo. Ils m'ont dit 6 mois après, donc Marie-Christine, toi qui t'y connais dans la mer, je vais être tranquille cet été, je vais à Hawaï. Super, tu vas à Hawaï, c'est un peu cher, tu as les moyens. Oui, mais non, mais au moins là je suis exemple touriste. Tsunami, ni cyclone. J'ai dit, ouais, très bien. Oui, je peux pas reprendre. Fais des photos. Il est revenu, il était écœuré. La plus grosse décharge à ciel ouvert venant du tsunami d'Indonésie, 6 mois après, elle était où? Elle était sur les plages d'Hawaï. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde, parce que nous avons des courants. Parce que, voilà. Et donc, c'est pas parce que moi je suis exemplaire de mon côté que les autres ne le sont pas. On peut retrouver des déchets sur le côté. D'où toute la problématique qui a commencé à émerger à la COP21, et je m'en félicite, c'est le fait que, sans réglementation pour autant, nous avons commencé à mettre en place l'océan au cœur des enjeux du changement climatique. Parce que l'océan véhicule tout. Je prends un exemple plus pragmatique près de chez nous. Tout le monde a rigolé, moi, quand j'ai dit ça. Il y a eu l'accident du Costa Concordia au large de l'île d'Elbe. Pour ceux qui connaissent, entre l'Italie et l'île d'Elbe. Ça, je ne sais plus, une dizaine d'années. Il a coulé. À la mer, il y avait des matelas, ce qu'il y a dans un bateau ferry. Moi qui connais bien la zone, j'ai dit 3-4 mois après, je n'irai surtout pas me baigner à Nice, peut-être ça tienne, mais j'irai faire des photos. Ça n'a pas loupé. Qu'est-ce qu'on a retrouvé sur les plages de Nice? Les résidus du Concordia. Parce qu'embarqués par les courants marins, dans le golfe du courant Ligure, tout est arrivé dans les plages de Nice, 3 mois après. Donc on est tous liés. Ce que je veux dire, c'est que c'est collégial, c'est mondial. Alors la vraie difficulté, c'est que les grands gires, comme le 7e continent qu'on appelle aujourd'hui, échappent à toute réglementation. Puisqu'on est en dehors de ce qu'on appelle les eaux continentales. D'où l'idée qu'avait voulu créer le commandant Cousteau de faire un moratoire et une réglementation internationale, d'où ce qui a été suivi par lui après, c'est de dire qu'il faut ce qu'on appelle une agence internationale de protection des océans. Voilà. Donc ça suit petit à petit. Et ça, aucun politique n'a envie de faire ça, parce que quelque part, si on remonte le fil, et les satellites le voient très bien, la difficulté qu'on a, c'est que la pollution, par exemple, sur la France de Côte d'Azur, vient régulièrement d'Italie. Qui va aller dire aux Français, va dire à l'Italien, écoute, ta pollution, il faudrait peut-être que tu travailles chez toi, parce que ça arrive chez moi. Ben non, parce que nous aussi, on fait pareil, de toute façon. Donc on est bien tous liés, et donc il faut prendre le problème un peu plus haut. Mais c'est une vraie problématique. On évoque le 7e continent dont vous parlez, le continent de plastique. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, on en parlait de l'île Anderson dans le Pacifique. Qu'est-ce qu'on fait? Et la responsabilité, elle a été discutée pendant la COP21, c'était soulevé. Les pays développés ont la charge de nettoyer... Alors aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas, par la guerre politique, on sait remonter la source. Cette île, on sait très bien d'où ça vient. On suit les courants et on voit où ça arrive. En revanche, d'aller dire c'est toi la source pollueur à l'origine, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend le problème par le haut.
sujet d'ailleurs de notre échange en partie, eh bien, on va dire qu'on va travailler à une société bas carbone. Donc on va bas carbone, qui bas carbone, dit travail à moins de production de plastique. Parce que là où on peut dire le recyclage c'est bien et la consigne c'est bien, sauf que la consigne n'empêche pas la production. Donc à un moment, c'est un pis-aller. J'ai envie de dire c'est une fausse bonne idée. C'est une bonne idée pour prendre des habitudes, mais dans la durée c'est pas une vraie bonne idée. La vraie bonne idée c'est d'arrêter la production du plastique qui va dégager de l'atmosphère des éléments qui vont perturber l'océan et également qui vont rejeter dans l'océan des produits plastiques. Donc aujourd'hui on prend le problème par le haut pour dire c'est un problème mondial. On est dans la logique, il faut aller vers une société du bas carbone parce qu'en donnant un prix au carbone, on va pouvoir résoudre ce problème collectivement. Et après il y aura des moyens pour aller traiter ce problème. Mais c'est vrai, c'est très paradoxal parce qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller au bout du monde, vous dire super, je vais me reposer, voir les choses belles. Vous savez pas le but, c'est que l'histoire du vivant, vous êtes au bout du courant interne. Pour la petite histoire, pour ceux qui le savent, l'accident qu'il y a eu dans le golfe du Mexique de la plateforme pétrolière, on l'a retrouvé sur le côte 8 mois après, par le Gulf Stream, il s'est remonté jusqu'en Arctique. Tout est lié, je le répète, ça tourne, quand on se parle, ça tourne. Oui, bonjour, je voudrais revenir sur l'idée de... Quand vous évoquiez le packaging tout à l'heure, je trouve ça assez intéressant et assez paradoxal parce que vous dites que, par exemple, une bouteille d'eau, l'eau ne coûte rien et vient tout l'investissement, tous les bénéfices qu'ils vont recevoir, c'est à la fois à travers leur image et tout ça. Mais d'un autre côté, comment ça se fait qu'un supermarché, tous les produits sont emballés, un supermarché, c'est quand même beaucoup moins cher que... J'irai pas dire jusqu'au commerce de proximité des petits villages, mais que les enseignes bio, que de se restaurer ailleurs. Et c'est ça qui fait que la puissance des supermarchés, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers. Et les gens vont au supermarché parce qu'ils n'ont pas les moyens, parfois, d'acheter mieux. Et ça pourrait englober, par exemple, les denrées sans emballage. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est encore un autre enjeu politique. Qu'avec la réglementation, notamment en France, on a mis tout le paquet sur le sanitaire. Et le risque sanitaire, on a dit égal, il faut packager, il faut isoler, il faut suremballer, il faut emballer, il faut suremballer. Donc on est malheureusement dans un cycle de lobby. Et si vous faites vous-même l'exercice, je pense que si on fait à main levée, qui a envie d'aller en vrac, d'amener son vrac pour aller chercher, vous dites ouais, c'est sympa, enfin, c'est pas la facilité. Et puis si vous avez des jeunes enfants, vous allez lui dire bah, moi je prends la facilité, donc je prends sur emballage, etc. Et puis ils sont malins en marketing, notamment le bon exemple c'est les yaourts. On fait des yaourts avec à chaque fois 25 saveurs différentes, de nouveaux parfums, et puis bah, les enfants, c'est la première chose qu'ils voient. Ah maman, il faudrait de nouveaux parfums, etc. Donc c'est très difficile de revenir dans une société où on fait tomber le suremballage qui est en train de tomber. On est en train de le faire tomber parce que on est en train de travailler sur ce qu'on appelle un changement dans le modèle économique, c'est demain de ramasser les poubelles au poids. Et que ça sera, vous paierez la taxe en fonction du poids. Il y aura des puces dans les poubelles, ça a déjà démarré dans certaines communes, et en fonction du poids, vous paierez réellement le poids que vous aurez consommé. Donc plus vous aurez d'emballage, plus vous aurez, plus vous paierez. Moins vous en aurez, plus vous irez au vrac et moins vous paierez. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les enjeux sanitaires, c'est vrai que là, il y a quand même une vraie complexité. Je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre tous quand on essaye de faire la bonne action qui va dans le bon sens pour le développement durable. C'est pas toujours facile de voir vraiment quels sont les impacts. En ce moment, il y a un groupe de réflexion au niveau français qui est animé par la Commission nationale de l'industrie et qui réfléchit sur les réglementations sur les déchets et plus particulièrement sur la sortie de statut du déchet, comment un produit peut ne plus être considéré un déchet et être réutilisé autrement. Et c'est vrai qu'un des butoirs, c'est ça, c'est de se dire on a envie de favoriser l'économie circulaire, mais on n'a pas envie qu'il y ait des risques sanitaires, que les consommateurs, les citoyens soient soumis à exposition dans des produits réutilisés qui pourraient avoir des traces même très faibles de produits toxiques. La question se pose aussi pour les emballages. Et donc il y a toute une articulation à faire entre les réglementations sanitaires, les réglementations sur les produits chimiques
et les règles de réutilisation de déchets. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, on va dire, dans la pensée économie circulaire. C'est vraiment de penser global, de penser aussi à l'effet rebond, de toujours se poser la question, c'est ce que je disais tout à l'heure, certes, si on passe à des objets biodégradables, est-ce qu'on ne risque pas de plus en utiliser? Ou si je passe à un produit qui est recyclable mais qui est moins durable, il va falloir en produire plus, est-ce que ça n'a pas un problème en termes d'énergie? Donc c'est assez complexe, mais il faut essayer de prendre tous ces éléments-là en compte. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur Yo-Yo et donc m'adresser à Gabriel. Et du coup, j'avais des questions sur un peu le modèle économique. Donc notamment, du coup, comment vous faites pour être rentable et aussi comment vous faites pour récompenser les coachs, c'est ça? Est-ce qu'il y a des incitations ou des récompenses pour ces personnes-là? Voilà, merci. Alors déjà, on n'est pas rentable parce qu'on est opérationnel depuis 5 mois. Donc en général, les startups à des valeurs de rentabilité en si peu de temps. Notre modèle économique qui repose sur 3 choses. La première, c'est qu'en fait, on peut utiliser la source, donc en gros la matière est de qualité très haute, qui va passer par un centre de tri, même si on va sortir. On a fait la demande de première mise en page, c'est 500 kg de PET. Donc ça faisait 20 000 bouteilles, il y avait 5 erreurs de tri. Donc le tri est fait de manière... En fait, l'effort est du côté du consommateur. Donc le tri est fait de manière très précise. Ensuite, on est soutenu par les contributions des éco-organismes à la tonne. Et enfin, ça c'est quelque chose qui viendra dans ce programme, au bout des partenariats avec des entreprises qui ont besoin d'agir de manière plus concrète, de manière plus proche des consommateurs. Ensuite, sur le sujet des récompenses, en fait, on ne paye pas les récompenses. On passe des accords avec les marques, avec les entreprises qui les donnent. Donc, en général, toute entreprise a une politique de promotion pour faire de l'acquisition, pour créer de l'activité autour de leur produit. Donc, c'est pas quelque chose qu'on paye. On a un accord, par exemple, avec l'OL à Lyon qui nous donne des tickets, avec le cinéma Pathé. Oui, c'est un moyen de s'engager aussi. Et en fait, c'est un sujet auquel on réfléchit beaucoup, les récompenses, parce qu'il y a un équilibre à trouver entre attractivité pour les consommateurs, mais aussi crédibilité et responsabilité. Je ne suis pas sûre que je serais très à l'aise avec le fait de récompenser les gens qui trient avec des Big Mac chez McDo. Merci beaucoup. C'est une vraie question à se poser, parce qu'en fait, quand tu fais des études consommateurs et tu vas voir les gens à Lyon et à Bordeaux et tu leur dis qu'est-ce qui déclencherait l'action chez toi, il peut te répondre un Big Mac. C'est un vrai sujet. Donc on a monté une espèce de comité critique avec plusieurs assos, dont Surfrider, les acteurs de la grande consommation aussi, avec Veolia, pour essayer de réfléchir à ce sujet, pour construire la récompense et qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit juste, tout en créant de l'action. C'est un sujet qui n'est pas que en 5 mois d'expérimentation, où on teste les leviers, les freins et les moteurs plus que la réponse. On va prendre une dernière question. Non. Bonsoir, je suis ravie de vous avoir entendu ce soir et ça a un vrai impact. Du coup, je me dis que votre place, elle serait peut-être dans des écoles, de faire des interventions de ce type dans des écoles pour justement traiter les choses à la base, et éduquer les prochaines générations. Est-ce qu'aujourd'hui, madame, vous intervenez dans des écoles? Voilà, c'est ma question. Oui, effectivement, ça passe par là. Et nous avons une philosophie, c'est régulièrement en fonction des contrats que nous avons, des contrats, c'est effectivement d'aller faire un peu de sensibilisation dans les écoles pour expliquer le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, que tout arrive à la mer, le cycle du déchet, voilà. Parce que malheureusement, effectivement, l'école a oublié quelque part certains éléments cycliques. Donc on essaye de remédier à ça, et c'est vrai qu'il y a des échanges extrêmement fructueux. Donc il y a cette formule, il y a une deuxième formule qui marche assez bien, que je vais redémarrer cet été en étant sollicité par plusieurs collectivités. C'est ce qu'on appelle des bars à eau estivaux. Donc au moment sur les plages, il y a des lieux de rencontre à midi où on parle
un peu sur la protection des plages, sur le cycle de l'eau, sur le changement climatique. Et les gens, effectivement, voilà, sont très interpellés par des choses simples, de se dire, mais on a oublié ça. Donc, Justement. on a oublié que les enfants n'ont pas l'éducation qu'on a eue quand on était plus jeune. Voilà, et c'est vrai que c'est bien que vous le rementionniez. J'ai envie de dire, puisqu'on est à la veille de l'été, on est au mois de juin, vous allez peut-être demain partir sur les plages, eh bien, ayez aussi ce rôle, on a tous ce rôle chacun de sentinelle, de vigilance, il y a un mot à la mode aujourd'hui, un peu juridiquement difficile, ça s'appelle lanceur d'alerte. Mais n'hésitez pas à faire remonter les informations, à parler à votre voisin, on parle de solidarité, la solidarité passe aussi par les échanges, de faire en sorte que sur les plages où vous allez, pas les mégots qui terminent dans le sable et voilà, et qui polluent, que les gens laissent un bout de plastique, ceci, etc. Voilà. Mais l'enjeu, justement, est-ce que ce ne serait pas de se battre pour que ce soit au programme de l'éducation nationale? Une très bonne idée. Il paraît qu'on a un très bon ministre. Pour compléter sur le fait de sensibiliser, alors je pense que c'est tout à fait vrai, il faut vraiment commencer par les écoles. Et nous, on va dire, en deuxième phase, on est en train de réfléchir à comment on peut communiquer auprès des jeunes, des ados ou des jeunes qui commencent tout juste leurs études. Et donc on est en train de réfléchir à quel message on peut faire passer et comment on peut réinventer aussi notre communication, parce que pour l'instant on est très à le site de l'Institut d'économie circulaire. Si vous êtes déjà sensibilisé à l'environnement, vous allez venir voir. Et donc on a envie de développer des séries, notamment de vidéos courtes, et de montrer des exemples, des choses qui donnent envie, des exemples dans le monde entier, de dire ben voilà comment on peut créer une dynamique positive et pour essayer de transmettre vraiment cet état d'esprit. Parce que pour nous, l'économie circulaire, c'est un état d'esprit justement de toujours réfléchir à l'impact de nos actions et de ce qu'on achète à tous les niveaux, qu'on soit citoyen, entreprise, politique publique, de réfléchir à l'impact global. Merci. C'est une dernière fois la parole. Il y a une question qui me vient à cœur. La programmation de l'Europe des possibles. Je voudrais ouvrir un peu le débat sur l'économie circulaire et la pollution des océans. L'économie circulaire, moi je la comprends au niveau local, au niveau micro, comme la production, la consommation, le recyclage local, un circuit continu local, en opposition à l'échelle macro, de commerce triangulaire entre transocéanique. Donc là, je fais référence au CETA et au TAFTA, notre nouveau régime présidentiel qui s'oriente à la ratification de ces systèmes d'économie de libre-échange transocéanique. Donc là viennent les questions de la pollution océanique vis-à-vis des ondes sonores basse fréquence qui perturbent les mammifères marins, de la consommation de mazout pour traverser l'océan, de la pollution dans les ports, dans les terminaux portuaires français à cause des gazages sauvages et de la pollution de l'air aussi, parce qu'il faut savoir que le mazout c'est la pire espèce d'hydrocarbure qu'on puisse brûler. Donc il y a des problèmes de santé publique dans les zones portuaires en France, etc. Donc après, si on ne s'intéresse pas aux problèmes sociaux qui engendrent la désindustrialisation de la France, on peut s'intéresser aux problèmes d'émissions de CO2 et d'acidification des océans liés à ces échanges, cette intensification des échanges transocéaniques. On peut aussi s'intéresser à un troisième recours et aux précédentes expositions. Voilà, donc si on veut faire de l'économie circulaire et protéger les océans, il faut consommer, produire et traiter localement. Donc voilà, c'est important pour moi de faire cette intervention parce que je me suis rendu compte aux dernières élections que les gens n'ont pas compris l'enjeu. Et bon, il reste encore quelques jours pour réfléchir et voter correctement. Parce que quand on parle de l'ordre des possibles, on parle aussi de la France des possibles. Et, voilà, que tout le monde ait bien en tête les enjeux qui sont là. Et on parle de changement de comportement à long terme. Et il y a des comportements à court terme qu'on peut tous prendre pour essayer d'améliorer le monde. Voilà. Vaste sujet, je pense qu'on pourrait refaire toute une conférence dessus et je crois qu'on ne va pas avoir le temps, mais pour donner quelques éléments de complément, je trouve que c'est une intervention voilà, qui vaut la peine d'être posée.
pense que c'est important de se dire qu'il faut se dire que tout ce qui peut être fait au niveau local doit être fait au niveau local. Après, tout n'est pas faisable au niveau local parce qu'il y a aussi des enjeux de masse. Donc la question c'est de se poser à quelle échelle il faut agir. Et parfois, il y a des recyclages qui ne peuvent pas se faire localement. Je pense aux aiguilles en élevage en Bretagne. Pour le courant de phosphore qu'il y a dans le sol, on ne peut pas le réutiliser localement, il faut l'utiliser plus loin. Et pour justement se repositionner à un niveau international, voilà, il ne faut pas oublier que la Terre tourne, on est qu'on n'est pas tout seul. Et donc, quand on réfléchit à notre production locale, il faut aussi penser qu'il y a des pays en voie de développement dont le système économique repose beaucoup sur soit l'exportation de matières premières, soit sur la production. Donc il faut vraiment l'avoir à l'esprit, se poser la question de comment on va faire dans notre transition vers l'économie circulaire pour aider ces pays à faire cette transition aussi. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans le Forum mondial de l'économie circulaire qui a été la semaine dernière. Et ça m'a beaucoup rassurée. C'est les gens au niveau international se posent la question, se disent dans l'économie circulaire comme dans le reste de l'économie, il peut y avoir des gagnants et des perdants. Donc il faut faire des choix, il faut aller vers certains modèles de développement, il faut aller vers certains modèles de rééquilibrage pour qu'il y ait le moins de perdants possible et qu'on aille vers une économie circulaire où tout le monde est gagnant. Donc ça, ce serait l'idéal. Et moi, j'irai encore plus loin, ça n'engage que moi. Je pense qu'on peut aller vers une économie circulaire généralisée, un développement durable généralisé, que si on réduit les inégalités. Parce qu'on ne peut pas demander à des personnes qui ne sont pas sûres de quelle va être leur situation demain, qui ne peuvent pas nourrir leur famille, de penser à la frugalité, réduire leur niveau de vie. Ils sont déjà là-dedans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir assurer leur futur. Et je pense qu'on ne pourra pas passer à l'économie circulaire tant qu'on n'aura pas assuré un niveau de vie décent à tout le monde. Merci. On va devoir conclure, je suis désolée, j'ai vu qu'il y a encore des petites questions. Je vous invite à venir voir nos intervenants à l'issue de la conférence. Juste peut-être un petit mot de synthèse sur ce qui a été dit, dire qu'il faut vraiment penser les problématiques de manière globale, dire qu'il faut bien anticiper les sujets dès l'amont. Certes, on peut imaginer pouvoir nettoyer les océans, mais il faut surtout revoir les modes de production, revoir les modes de consommation. On sait que l'économie circulaire, c'est véritablement une réponse. On sait aussi que le plastique, c'est un enjeu très, très important. Et en fait, le message clé, c'est vraiment de dire, quand on sait qu'il y a 3/4 des déchets de la planète qui ne sont pas valorisés, c'est de dire que les ressources, elles sont vraiment trop précieuses pour n'être utilisées qu'une seule fois et qu'il faut redonner de la valeur à ces ressources. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Donc un très très grand merci à nos intervenants d'avoir partagé leur expertise. Bravo. Merci à Jonathan qui a dû se sauver. Merci à Certes, le musicien, le slammer qui nous a accompagnés en début de conférence. Juste vous dire aussi que vous avez sur vos chaises un petit document qui vous présente le site Living Circular. Donc l'équipe du Living est aussi présente et je les remercie. Elles vont produire un article à l'issue de cette conférence. La conférence, elle a été filmée. Elle sera mise en ligne sur le site Living Circular. On aura également une vidéo de synthèse. Et vous avez les prochaines dates, puisque c'est 5 conférences par an. La prochaine, c'est le 12 septembre. On parlera de biomasse, donc une énergie renouvelable d'avenir avec une problématique globale à gérer également. On vous donnera plus d'infos. Donc on vous donne rendez-vous le 12 septembre et je vous souhaite un bel été d'ici là. Merci à tous pour votre présence.